Bonjour à tous et bienvenue à ce cours du REPREMAF, le réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique. Un cours en ligne qui est intitulé Méthode de rédaction et publication d'articles scientifiques MRPAS 2018. Donc ici, nous allons parler du deuxième module qui est intitulé Comment rédiger un protocole de recherche et comment le faire financer. Alors, pour mener à bien ce travail, nous allons adopter le plan suivant que vous avez devant votre écran. Nous allons introduire, ensuite parler du plan d'un protocole. Donc, qui va contenir tout ce que vous avez devant vous, une présentation et une justification de l'étude, quels sont les objectifs qui sont visés, la méthodologie, mais aussi sur le plan financier, qu'est-ce qui est nécessaire à allouer à ce projet de recherche et quels sont les aspects éthiques et réglementaires, et aussi parler du calendrier d'exécution qui est aussi le chronogramme d'exécution avant d'aborder les sections suivantes qui sont les références et les annexes, et aussi parler des stratégies de recherche de financement avant de conclure. Alors, à titre d'introduction, le protocole est le document qui est indispensable et son but c'est de décrire toutes les étapes de la recherche. Et c'est une garantie qui va permettre d'évaluer la faisabilité de l'étude, de présenter l'étude aux partenaires, non seulement les partenaires financiers, mais aussi les partenaires scientifiques ou d'autres domaines. Pourquoi? Parce que nous prenons l'exemple, par exemple, un groupe de chercheurs qui veut faire une étude et qui pensent à contacter une société de leur pays, une société téléphonique, afin d'avoir accès aux bases de données des abonnés donc de la société en question. Et ce groupe de chercheurs peut avoir besoin de présenter le protocole d'étude ou bien de recherche afin de convaincre la société pour avoir accès à la liste des abonnés téléphoniques afin de les contacter et puis administrer son questionnaire ou bien sa fiche d'enquête. Alors, le protocole toujours permet de rechercher des financements, on en a parlé, et surtout de planifier l'étude de bout en bout. Et bien sûr, en essayant de tout prévoir, et comme difficultés, obstacles, aléas et contraintes. Alors, le protocole dont on parle, il s'agit d'un document qui va essayer de détailler de façon très claire et précise toutes les étapes depuis l'identification du problème jusqu'à l'utilisation des résultats, mais aussi les aspects réglementaires et logistiques, parler des différentes limites et difficultés, mais aussi les solutions envisagées. Et il faut savoir que le nombre de pages n'est pas proportionnel à l'importance de l'étude. Tout dépendra de l'étude, mais aussi de la capacité de résumer, la capacité de concision et de synthèse donc des rédacteurs du protocole. Et d'où cet effort qu'il faut fournir afin d'être plus précis, concis et mais aussi clair. Alors, la rédaction du protocole revient à l'initiateur du projet, qui peut être aussi à la fois promoteur, mais il peut associer donc d'autres acteurs, que ce soit un promoteur, un investigateur, un méthodologiste, etc. Et ce protocole peut concerner plusieurs pays ou bien un seul pays dans une étude multicentrique et qui concerne plusieurs pays. Et donc cela peut faire intervenir les différents acteurs de ce projet de différents pays. Alors, quelqu'un va dire alors j'ai bien compris qu'est-ce que c'est qu'un protocole. Alors pourquoi le rédiger? C'est une obligation éthique. C'est une obligation éthique. Et mais aussi cela est nécessaire pour l'harmonisation des études. Parce que si vous faites une étude au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur des aspects particuliers, donc un problème de santé que vous étudiez, avec une méthodologie claire, précise et concise, donc quelqu'un, un chercheur peut être
dans un autre pays et va vouloir tester votre enquête. Donc, va vouloir faire la même étude avec la même méthodologie afin de vérifier est-ce que cela est possible chez eux. Est-ce que ces mêmes données, ces résultats que vous venez d'avoir, donc peuvent aussi se manifester dans leur contexte. Voilà, et pour des raisons scientifiques et de comparaison, donc il peut utiliser votre méthodologie afin de discuter donc ces données avec la littérature. Et donc ça permet vraiment une harmonisation des études. Mais aussi c'est un fil conducteur, une référence pour tous les intervenants dans l'étude et ça permet aussi de faire une recherche de financement. Alors, le protocole se résume essentiellement à ces quatre questions. Si vous arrivez à répondre à ces quatre questions, alors vous allez pouvoir faire donc une bonne rédaction de protocole de recherche. Pourquoi faire? Là, c'est la pertinence du sujet. Ça fait allusion à la pertinence du sujet, de l'étude. Quoi faire? Quels sont les objectifs que vous visez? Comment le faire? Quelle est la méthodologie que vous allez adopter afin de mener ce projet? Et enfin, comment mettre en place l'étude? Quel est alors le déroulement de l'étude de façon pratique? Donc, cette phrase, c'est l'article 32 de la déclaration d'Helsinki de l'Association médicale mondiale et qui dit, je cite, la conception et la conduite de toutes les études impliquant des êtres humains doivent être clairement décrites dans un protocole de recherche. Alors, quel est l'avantage d'un protocole? C'est vraiment l'autorisation de mise en œuvre en général et qui dépend de trois instances. Un comité d'éthique de votre pays, de votre région, ça peut concerner un pays ou bien tout un continent. Vous voyez, si il y a une union voilà, qui donne des ordres à tous les pays du continent, ou bien dans un même pays, un comité d'éthique indépendant qui va vous donner une autorisation de mise en œuvre de l'étude. Mais aussi les autorités sanitaires qui peuvent être soit le ministère de la Santé, soit le ministère de la Recherche scientifique, etc. Tout dépendra, vous pouvez être donc dans une région et pas forcément de la capitale, donc il y a des autorités sanitaires qui sont censées vous donner une autorisation de mise en œuvre de l'étude. Mais aussi il y a les organismes de respect et protection des données personnelles, en fonction des cas, qui peuvent aussi vous donner une autorisation pour mener l'étude. Alors, quel est le plan d'un protocole? Le plan d'un protocole est devant vous. Et là, nous insistons surtout sur la méthodologie, qui est la partie la plus scientifique d'un protocole de recherche. La méthodologie, qu'on peut appeler aussi population et méthode. Donc, dans certains cas, dans certaines études fondamentales, on peut tout simplement dire méthodologie. Alors, donc, dans ce plan ne figure pas le résumé qu'il faudra faire, on va en parler. Alors, au niveau de la présentation, c'est sur la page de couverture, vous devez énumérer un certain nombre de choses. Premièrement, le titre, qui doit être clair, précis et complet. Et ce titre, vous avez le droit de l'abréger. Après avoir donné le titre en entier, vous pouvez l'abréger et écrire par exemple étude RSTIMOP. Donc pour dire étude de la restauration de l'immunité contre les maladies opportunistes. Voilà, c'est juste une abréviation comme MRPAS pour dire méthode de rédaction et publication d'articles scientifiques. Que de dire réseau de promotion de la recherche médicale en Afrique, REPREMAF. Donc vous pouvez abréger le titre de votre étude. Le titre de votre étude. Alors, le numéro de la version et sa date. Le numéro de la version et sa date, vous devez donc le mentionner sur votre protocole à la page de couverture. Parce que le protocole peut être mis à jour en fonction des aléas, en fonction du contexte, en fonction des raisons d'équipe, etc. Donc le protocole peut être repris et mis à jour et donc donner le numéro de la version et sa date. Mais aussi la date d'approbation est par le comité d'éthique. La mention protocole d'étude ou protocole de recherche est nécessaire. Donc sur la page de couverture, vous écrivez protocole d'étude ou protocole de recherche.
Alors, toujours dans cette présentation, les responsables de l'étude, toujours sur la page de couverture, il faudra mentionner le nom et prénom de tous les acteurs qui interviennent dans l'étude, leur institution respective, leur adresse professionnelle, mais aussi le numéro de téléphone et surtout l'adresse électronique. Alors, dans certains cas, il y a des études qui sont hébergées sur des sites internet, dans certains pays, certains continents où les chercheurs, les différents centres intervenants peuvent directement aller sur le site avec des codes d'accès personnels afin d'ajouter donc leurs données. Et dans tout ça, il y a un coordinateur donc de l'analyse des données qui va essayer de rassembler toutes les données afin de les analyser. Alors, justification de l'étude. Ici, il faut préciser la pertinence du sujet afin de convaincre que votre étude doit se faire. Votre étude est justifiée. Le contexte déclenchant. Est-ce qu'il y a un contexte, un facteur qui a fait en sorte que vous avez pensé à mener cette étude? Nous prenons l'exemple de l'Ebola, le virus d'Ebola. Ce virus d'Ebola en Guinée donc a été un contexte déclenchant de plusieurs études, non seulement en Guinée, mais aussi ailleurs. C'est un exemple. Situation du problème, il s'agit de faire donc le point sur les connaissances actuelles sur le sujet. Et là, c'est une revue de la littérature qui sera faite. Et nous allons voir cela dans le module 3. Préciser aussi le but de la recherche et aussi les retombées qui sont attendues de cette étude et donner aussi le schéma d'étude et pourquoi vous l'avez choisi. Alors, le chapitre sur les objectifs, il s'agit de deux types d'objectifs. L'objectif principal et les objectifs secondaires. L'objectif principal doit être une question simple, claire et précise. C'est l'objectif qui est incontournable et qui guide le choix méthodologique et le calcul de la taille d'échantillon. C'est vraiment l'objectif qui guide donc la conduite de l'étude. Par rapport donc à ces notions de choix méthodologique, le calcul de la taille de l'échantillon, etc. Vous pouvez donc, au cas où ces aspects ne sont pas acquis, vous pouvez donc vous référer à la formation concernant les concepts et méthodes épidémiologiques en santé comme EPIS 2018, toujours du REPREMAF. Mais ici, nous parlons surtout donc des méthodes de rédaction d'un article scientifique et ici, précisément, nous parlons du protocole. Alors, les objectifs secondaires, ce sont des objectifs intermédiaires et des questions souvent annexes, c'est-à-dire que ce sont des questions auxquelles il faudra répondre souvent avant d'aboutir à l'objectif principal. Et surtout, il faut éviter de formuler plusieurs objectifs. Et dans tous les cas, si vous avez beaucoup d'objectifs, il faudra les citer par ordre d'importance. Par exemple, comme objectif principal, déterminer le taux de malnutrition chez les enfants âgés de 0 à 5 ans en Afrique du Sud. Quels pourraient être les objectifs secondaires à formuler ici? Il s'agit ici de dire déterminer par exemple les facteurs de risque de malnutrition chez les enfants âgés de 0 à 5 ans en Afrique du Sud. Parce que ce sont des questions annexes. Donc, déterminer les facteurs de malnutrition, ce sont des questions annexes qui sont liées donc à ces taux de malnutrition. Plus nous avons assez de facteurs de risque et plus le taux de malnutrition sera élevé. Donc, ces objectifs personnels sont donc liés à l'objectif principal. Donc, nous avons pris juste un seul exemple comme objectif secondaire. Alors, deuxième exemple, objectif principal, comparer l'efficacité des deux antipaludiques chez les femmes enceintes à Madagascar. Comparer l'efficacité des deux antipaludiques chez les femmes enceintes à Madagascar. Alors ici, nous pourrons dire comme objectif secondaire, comparer la tolérance, comparer l'observance. Donc ce sont des questions qui sont liées à l'objectif principal. Pour comparer l'efficacité de ces deux antipaludiques,
il est extrêmement important de comparer aussi leur tolérance et leur observance. Alors, l'hypothèse de recherche est-elle différente des objectifs? Est-ce qu'une hypothèse de recherche signifie objectif? La réponse, c'est que l'objectif de recherche est différent. L'hypothèse de recherche est différente des objectifs. Parce que l'hypothèse de recherche est l'apanage de la recherche expérimentale et en fournit l'objectif. C'est vraiment un aspect qui est surtout utilisé dans les recherches fondamentales, dans l'expérimentation, les essais cliniques, etc. Mais qui peut aussi être utilisé dans les recherches observationnelles, les études observationnelles, d'accord? Mais c'est surtout une condition qui est extrêmement importante en termes de recherche expérimentale et qui, on verra ici, par exemple, l'exemple d'hypothèse, l'incidence des cancers en Algérie est corrélée à la consommation des organismes génétiquement modifiés. Une équipe de recherche, par exemple, ça c'est juste un exemple, une équipe de recherche peut se poser cette question. Voilà, une équipe qui est intéressée à savoir sur les cancers en Algérie peut se dire que voilà, l'incidence, la survenue de nouveaux cas de cancer en Algérie est corrélée à la consommation des organismes génétiquement modifiés. Mais après avoir conduit leur étude, ils pourront à la fin donc décider en fonction des résultats, en fonction de l'analyse, dire que l'hypothèse est à rejeter ou l'hypothèse est à retenir en fonction des résultats statistiques qu'ils auront à fournir. Alors toujours concernant l'hypothèse, on en a déjà parlé, l'hypothèse de recherche n'est pas requise pour les autres démarches de recherche. Alors que pour la recherche fondamentale, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, les critères de jugement, qu'est-ce que c'est? Ce sont les critères qui font en sorte que les objectifs fixés soient mesurables de façon claire, précise et quantifiable. Nous prenons par exemple le cas de la malnutrition en Afrique du Sud. La question de recherche, c'est quoi? C'est l'état nutritionnel des enfants. État nutritionnel des enfants. L'événement d'intérêt, c'est la malnutrition. Et enfin, le critère de jugement, c'est la proportion d'enfants malnutris. Donc, ce critère de jugement est à préciser. Nous arrivons à la partie méthodologie. C'est la partie la plus scientifique et qui donne du poids à votre protocole. Donc, cette partie doit être rédigée au futur. Donc, tous les verbes utilisés dans cette partie doivent être conjugués au futur. Et ici, vous avez le plan de ce chapitre. Il faut parler du schéma d'étude, la population d'études, comment les données seront recueillies, l'informatisation et comment les données seront analysées. Le schéma d'étude, il faudra d'abord préciser est-ce qu'il s'agit d'une étude expérimentale, par exemple les essais cliniques, une fabrication, etc. Ou bien c'est une étude observationnelle. On fait une enquête épidémiologique et on observe ce qui se passe. Le schéma d'étude aussi, il faut préciser est-ce que c'est une étude descriptive qui va juste décrire les données, les résultats, ou bien c'est une étude qui est analytique qui va donc essayer de faire l'analyse des facteurs de risque et l'événement. Alors, s'il s'agit d'une étude descriptive, il faut préciser est-ce que c'est une étude transversale, donc où l'événement et l'exposition sont étudiés en même temps, ou bien il s'agit d'une étude de prévalence par exemple, ou bien une étude de tendance épidémiologique ou bien une surveillance épidémiologique de certaines épidémies telles que le choléra, Ebola, etc. Par exemple, le cas d'une enquête transversale, c'est de chercher à savoir la prévalence des cancers au Niger. La prévalence des cancers au Niger. Alors, si vous décidez de faire cette enquête de façon transversale, vous allez tout de suite chercher à savoir tous les patients
au Niger qui ont un cancer. En ce moment, c'est une étude transversale. Pourquoi? Parce que vous étudiez en même temps l'événement qui est la survenue des cancers, mais aussi vous ne vous intéressez pas tout de suite à savoir qui avait des facteurs de risque ou pas. Dans tous les cas, vous prenez uniquement les patients qui sont victimes de cancer. Alors que nous allons voir donc dans les études analytiques, quand vous faites une cohorte, là, vous allez essayer donc de chercher tous les patients qui ont des facteurs de risque. Prenons par exemple les fumeurs. Vous allez prendre un groupe de fumeurs que vous allez prendre. Cette cohorte peut être ouverte ou bien fermée et vous allez suivre ce groupe de fumeurs dans le temps pour voir parmi eux qui va développer un cancer. Quels sont les patients parmi les fumeurs qui développeront un cancer. Là, vous allez faire donc une étude analytique qui va faire un lien de causalité entre les facteurs de risque et la survenue d'événements. Mais aussi, ça peut être une étude cas témoin. Donc, il sera aussi nécessaire de préciser le degré d'insu prévu, les critères de définition de l'intérêt. Et enfin, dans cette partie, il faudra préciser est-ce que c'est une étude rétrospective ou prospective. Alors, cette partie, rétrospective ou prospective, signifie tout simplement de savoir quelle est la relation entre le démarrage de l'étude et le recueil de données. Si au moment du démarrage de l'étude, vous allez faire référence au passé pour aller chercher des données dans le passé, là c'est une étude rétrospective. Mais lorsque au démarrage de l'étude, vous n'avez aucune donnée et vous ne voulez pas donc prendre des données du passé, vous voudrez tout de suite donc mener une enquête pour suivre les malades dans le temps afin d'avoir des données nouvelles. En ce moment-là, c'est une étude qui est dite prospective. Alors, concernant la population d'études, 3 questions essentielles à se poser. Qu'est-ce qui est étudié? Patients, échantillons de laboratoire, médicaments, autres. Et là, ce qui est important sont les critères d'inclusion et de non-inclusion. Alors, au niveau des critères d'inclusion, il n'y a pas assez de problèmes, mais le plus souvent, c'est au niveau des critères de non-inclusion que certaines erreurs se font. Les critères de non-inclusion, il ne s'agit pas des critères qui sont opposés aux critères d'inclusion. Nous prenons l'exemple de l'étude de la mortalité des patients atteints d'hépatite B au Mali. C'est un exemple. Étude de la mortalité des patients atteints d'hépatite B au Mali. Donc, vous allez par exemple dire, critères d'inclusion, nous allons inclure dans notre étude tous les patients décédés au Mali suite à une hépatite B. C'est un exemple. Critères d'inclusion, tous les patients décédés au Mali suite à une hépatite B. Au cas où, dans l'étude, vous dites étude de la mortalité due à l'hépatite B au Mali. Vous voyez. Voilà. Et maintenant, au niveau des critères de non-inclusion, vous n'allez pas dire que nous allons exclure de cette étude tous les patients décédés au Mali par autre cause que l'hépatite B. Donc, ce n'est pas un critère d'exclusion. Les critères d'exclusion ou bien de non-inclusion, sont tous les cas qui répondent à vos critères d'inclusion, mais qui ne peuvent pas être inclus dans votre étude pour une raison ou une autre. Donc là, vous allez dire, nos critères, par exemple, vous allez dire, nos critères de non-inclusion, ce sont tous les patients décédés au Mali atteints d'hépatite B, mais qui ne sont pas enregistrés ou dont les informations ne sont pas convenablement fournies. Là, ce sont des critères de non-inclusion qui sont logiques. Et la remarque ici, c'est que ce soit les cas inclus ou non inclus, tous ces cas vont répondre à un certain nombre de choses. Premièrement, des patients qui sont décédés. Des patients qui sont décédés et d'hépatite B aussi et au Mali. Maintenant, un groupe qui n'est pas inclus, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas enregistrés
Pourquoi? Parce qu'ils sont mal enregistrés, parce que les informations ne sont pas bien fournies. Donc, à ce moment-là, ils ne seront pas inclus. Ou bien, vous pouvez ajouter un autre critère de non-inclusion. Par exemple, les patients décédés dans les 48 heures après admission dans le service. Oui. Alors, il faudra aussi dans cette partie préciser où se déroule l'étude, le cadre d'étude, donc le pays, la région, préciser le service, le laboratoire, le centre de recherche et la période aussi d'étude, de façon très précise. Ne pas dire la période d'étude est d'octobre 2017 à janvier 2019. Ce n'est pas précisé. Il faudra dire donc notre étude s'est déroulée du 1er octobre 2017 à une telle date précise, que ce soit le 1er janvier 2019, etc. Donc il faut que ce soit très précis. Voilà, très précis. Notre étude s'est déroulée du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017. Donc soyez précis dans cette partie. Alors, quelques définitions concernant la population d'études. Population cible, c'est celle à laquelle on voudrait généraliser les résultats. C'est donc une extrapolation. La population source, c'est là où on extrait la population d'études. Et l'échantillon, ce sont les sujets sélectionnés dans la population source. Nous prenons l'exemple de la malnutrition. La population cible, c'est l'ensemble de la population d'Afrique du Sud. La population source, ce sont tous les enfants d'Afrique du Sud. Et enfin, l'échantillon sont les enfants d'Afrique du Sud âgés de 0 à 5 ans. Concernant l'échantillonnage, 3 aspects importants à préciser. La base du sondage, est-ce qu'ils ont utilisé la liste des élections pour faire leur enquête? Est-ce qu'ils ont utilisé la liste des abonnés d'un service téléphonique? Le type d'échantillonnage, est-ce que c'était un sondage simple, un sondage par stratification, un sondage par grappe, et comment la taille d'échantillon a été calculée? Tout ça, ce sont des aspects épidémiologiques que vous pouvez donc revoir dans la formation du REPREMAF, ou bien si c'est déjà un acquis, alors c'est un atout pour vous. Mais aussi préciser le caractère mono et multicentrique de l'étude. Alors, le recueil de données parlait des variables, la définition des variables. Il y a donc des variables qui sont catégorielles, qu'on appelle variables qualitatives, ou bien des variables quantitatives. Et quand c'est qualitatif, il y a les variables dichotomiques, donc quand vous dites sexe féminin, masculin, ordinal lorsqu'il y a un ordre, par exemple douleur légère, douleur moyenne, douleur sévère, ou bien nominale, s'il s'agit par exemple de couleurs vertes, rouges, bleues, etc. Ou karma, ce sont des variables quantitatives, ou par exemple la mesure de la pression artérielle, le poids, la mesure de la glycémie, etc. Mais aussi le mode de recueil de données, il faut préciser qui va recueillir les données. Et ce recueil de données va se faire à quel moment et comment ça va se faire. Est-ce que c'est une fiche d'enquête qui est administrée aux enquêtés qui vont remplir? Est-ce que c'est un échange téléphonique qui va se passer? Voilà, donc il faut préciser quel a été le mode de recueil des données. Est-ce que c'est un registre qui a été utilisé? Voilà, mais aussi parler du circuit et de l'information si le centre de recueil des données est différent du centre de traitement des données. L'informatisation, il s'agit ici de préciser le codage, la saisie, le contrôle de qualité. Est-ce qu'il y a des doublons? Est-ce qu'il y a des données manquantes? Voilà. Et toujours dans ce chapitre des méthodologies, l'analyse des données, la description statistique, comparaison des groupes, quel logiciel vous avez utilisé. Et pour ça aussi, vous pouvez suivre la formation analyse des bases de données ABEDO 2018. Alors, concernant le budget, il faut tout chiffrer. Le budget concerne de façon schématique 3 parties. Le budget en rapport avec la gestion des personnels, le fonctionnement et l'équipement. Quels sont les aspects éthiques et réglementaires?
c'est vraiment le consentement éclairé de chaque sujet participant à l'étude. Et ensuite, il faut rédiger une note d'information, un formulaire de consentement, mais aussi quelle est la procédure qui a été adoptée afin de recueillir les données et comment ces données seront stockées. La gestion des données, le stockage des données, mais aussi le comité d'éthique. Est-ce que ce comité a validé, a accepté donc la conduite de votre étude? Le calendrier d'exécution, le chronogramme d'exécution, il s'agit donc de parler de différentes dates de réalisation de toutes les étapes du protocole. Autre section, ce sont les références qu'il faut mettre juste avant les annexes, et ces références doivent suivre donc le nombre de rédaction d'une bibliographie, c'est que nous allons voir dans le module 4 MRPAS 2018. Les annexes, cette rubrique doit comporter ce que vous voyez, donc les questionnaires, le schéma du circuit de l'information, le mode d'échantillonnage. Donc toute cette liste, donc vous devez la faire mentionner sur les annexes, au niveau des annexes, et ça dépend, c'est adapté, ce n'est pas figé en fonction de votre contexte, en fonction de l'étude. Par exemple, l'attestation d'assurance, donc est justifiée dans un pays, mais pas dans un autre. Donc, ne pas oublier de faire un résumé du protocole qu'il faudra mettre donc juste avant le chapitre présentation. Quelles sont les stratégies alors de recherche de financement? Ce que vous devez savoir, le financement des projets doit toujours être un plan B pour un chercheur parce que très peu d'études sont financées et notamment en Afrique. Évitez aussi d'aborder un partenaire sans aucune recommandation. Et cette recommandation peut venir d'une autorité compétente, une personnalité scientifique influente ou bien d'une association très réputée. Donc, il faut donner une copie du protocole en papier ou bien numérique aux partenaires. Et vu la diversité des personnalités des partenaires, donc il est fortement recommandé de bien se renseigner sur le partenaire avant de l'aborder. Cela permettra, que ce soit une personne physique ou une personne morale, cela permettra donc d'anticiper beaucoup de choses et de pouvoir s'adapter au contexte. Ce que vous devez toujours savoir en matière de recherche de financement, faites de vos rencontres un cadre relationnel, c'est-à-dire parler de ce qui sont communs à vous deux, parler de ce qui vous sont communs. Voilà, parler de ce que vous partagez en commun que de parler de fonds. Parlez plus de votre projet, voilà, que d'argent, que de finances. Parce que lui, dans tous les cas, il sait que vous êtes là à la recherche de fonds. Il attend juste d'être convaincu il est légitime pour lui de vous financer. C'est pourquoi il faut être convaincant. Mais si vous ne l'êtes pas, donc mieux vous confier cette tâche à un prestataire spécialisé, un commercial, un cabinet de consultants ou bien un collègue qui a déjà un recul. Ce que le partenaire attend de vous généralement, c'est une équipe expérimentée. Il attend voir une équipe expérimentée qui a déjà fait ses preuves scientifiques, c'est-à-dire qui a eu à publier, à mener des études. Mais aussi, il va s'attendre à avoir un objectif principal qui est pertinent, voilà, utile à la communauté scientifique, etc. Mais aussi, est-ce que vous êtes une équipe qui utilise les moyens contemporains de communication? Voilà, et aussi, il va vouloir donc chercher à savoir est-ce que vous êtes légitime à faire cette étude ou pas. Est-ce que vous avez des titres, etc. Alors, en conclusion, le protocole est un préalable incontournable pour la mise en exécution d'une étude. Donc, c'est un outil qui est indispensable sur le plan scientifique, réglementaire, mais aussi la conduite, le déroulement et aussi la demande de financement. La qualité de sa rédaction est un gage de succès, d'où la nécessité d'un grand effort afin de lui apporter un grand soin et pour vraiment faire du protocole un reflet de votre étude que vous allez mener. Pour en savoir plus, vous pouvez suivre les différents ouvrages, vous pouvez les consulter afin d'en savoir plus. Alors donc à bientôt pour le module 3. Si vous avez des questions ou suggestions d'autres renseignements, donc vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante. Alors, merci de votre aimable attention.